Merci Michel, comme Michel l'a dit, donc en fait, Hervé Zenouda est nom salle L3 groupe A, et l'intitulé de mon intervention, c'est Cinéma pour l'oreille, images visuelles, images sonores, images de son. Donc comme on l'a vu juste avec la présentation précédente, c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je suis dans le numérique, donc j'ai vu l'évolution des termes. Et donc, il est toujours intéressant en fait, de suivre cette inflation de termes qui sont souvent utilisés pour décrire à des moments différents le même objet. Concernant le multimédia, on a vu apparaître, alors je ne vais pas être exhaustif, mais effectivement, les termes de multimédia, plurimédia, hypermédia, transmédia. Et à chaque fois, en fait, il y a une sorte de renouvellement, au-delà de ces effets de renouvellement et de ces retombées commerciales, chaque terme éclaire différemment ce champ et met en avant certains aspects au détriment d'autres, en fonction à la fois des modes technologiques, des usages, mais aussi des contextes économiques. Le terme transmédia a rayonné depuis quelques années, depuis l'article de Jenkins en 2003, soulignant, donc, si j'ai bien compris, la multiplicité des supports, la narration et, on l'a vu très clairement juste maintenant, une stratégie marketing. Alors moi, mon propos là aujourd'hui va être un peu différent. Je vais aborder les choses sous un autre aspect. Je ne suis pas particulièrement un spécialiste du transmédia. Et disons que ma proposition, elle s'intègre peut-être mieux dans la première partie du titre du colloque, qui est Monde imaginaire, mais avec quand même cette question d'évolution de titres, d'étiquettes qu'on met sur une pratique et comment elle éclaire celle-ci. Et donc, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est donc, encore une fois, pas du tout de transmédia, mais plutôt d'une expression qui est le cinéma pour l'oreille, qui est apparue en fait, dans le champ des arts sonores, et plus particulièrement dans le champ, plus spécifiquement, dans le champ des musiques électroacoustiques, et pour une pratique immersive, mono-support et à modalité unique, le son. Donc, la première chose qu'on pourrait dire, c'est le contexte dans lequel cette expression cinéma pour l'oreille est apparue. Donc, je viens de vous le dire, elle est apparue dans le champ de la musique électroacoustique. Alors, musique électroacoustique, musique concrète, et d'abord musique concrète et ensuite transformée en termes de musique électroacoustique. Euh, donc, je vous rappelle que la musique concrète, c'est né après la Seconde Guerre mondiale avec les deux noms principaux, Pierre Schaeffer et Pierre Henry, dans le cadre de la Maison de la Radio à Paris. Et c'est une pratique qui est liée à la captation du son, des bruits, des sons environnants, et la possibilité de les fixer sur un support. C'est vraiment l'acte, voilà, ça renvoie à Edison, 1970, mais c'est vraiment l'acte créateur de ce type de musique, c'est-à-dire partir des sons concrets, et à partir du moment où on peut les fixer, on va pouvoir les réécouter, les modifier, les transformer. Pierre Schaeffer parle d'une transformation de statut où le son devient un objet sonore. Donc, on peut l'expérimenter, on peut le regarder dans tous les sens, le manipuler et construire des tentatives de musique à partir de ces sombretés. Et donc, on peut dire que c'est une musique technologique, une musique médiologique. Dans la théorie médiologique, on dit souvent à l'apparition d'un média, il y a une première fonction qui est en général la saisie et la mémorisation d'un objet, et que quelques années après,
le média produit son propre langage de création. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé avec d'un côté, en 1970, Edison, l'enregistrement, pour pouvoir mémoriser des musiques euh, populaires, par exemple, ou des discours d'hommes politiques. Et il a fallu à peu près 70 ans pour qu'avec Pierre Schaeffer, cette première fonction de captation puisse aboutir à une création, à un langage qui serait spécifique à ce support. Ensuite, la musique concrète s'est associée à l'école allemande avec Stockhausen, qui était plus sur les dispositifs électroniques pour créer l'électroacoustique. Et donc, le parallèle entre la musique sur support, donc disons la musique concrète, la musique sur support avec le cinéma, ça s'est imposé assez vite des années 70, principalement avec Michel Chion, dans un article de la revue Musique en jeu en 72, ou François Bell, qui est aussi un compositeur de musique concrète et qui était le directeur du GRM pendant quelques années. Donc ce parallèle, avec le cinéma, il est particulièrement évident dans plusieurs phases de réalisation de ces deux pratiques. D'abord, la musique concrète, elle est basée sur la captation du réel, comme le cinéma et comme la photographie, donc avec d'un côté le microphone et de l'autre côté la caméra. Ensuite, il y a une fixation de cette captation sur un support. La fixation sur le support permet un certain nombre de traitements du support, des manipulations diverses, des micromontages, des ralentissements, des accélérations, des renversements, et ensuite finir sur une réécriture du discours par le montage et le mixage. Donc voilà, donc il y a déjà dès le départ cette correspondance, ces pratiques parallèles entre la musique concrète et le cinéma. L'expression plus spécifique de cinéma pour l'oreille a été signalée aussi dans les années 70 par Michel Chion et François Bell, mais elle s'est popularisée dans les années 90. Toujours Michel Chion y a consacré un chapitre dans son manifeste L'art de son fixé en 90. Le compositeur québécois Robert Normando développe cette notion dans sa thèse en 92. Et la même année, Jérôme Nottinger crée une nouvelle collection dédiée à la musique électroacoustique sur son label Metamkin. Et donc cette collection s'appelle évidemment Cinéma pour l'oreille. Donc cette expression, elle met en avant la question de la perception et de la capacité de construire des images mentales par le son. Donc, le cinéma, donc, apparemment, il y a des images mentales, il y a de la narration, mais le cinéma pour l'oreille n'est pas obligatoirement une pratique complètement narrative. Alors, la musique concrète, elle a été créée à la Maison de la Radio, il y a eu aussi l'influence des pièces radiophoniques qu'on a appelées en Allemagne le Hörspiel, et qui, elle, est plus particulièrement narrative. Donc, c'est en fait, c'est né en Allemagne sous l'impulsion d'artistes désireux qui abordaient la production radiophonique de manière plus créative. Donc, la pièce radiophonique, le Hörspiel, réclame une partition faisant appel à des éléments composites, textes, bruits divers, reportages, collages musicaux, propres à créer un univers sonore, imaginaire, par la voix radiophonique. Et donc, à l'opposé du cinéma pour l'oreille, le Hörspiel a une dimension clairement narrative. Voilà. Je vais juste citer que, en fait, que ces pratiques-là ont aussi, ce qui peut intéresser l'approche transmédia, ont aussi une dimension fortement immersive. Alors, donc, cette question d'intégrer des sons concrets dans de la musique, on peut avoir plusieurs outils qui nous permettent d'analyser ça, ce rapport entre concret et abstrait, et il va y avoir un jeu continuel comme ça entre ces deux, entre une échelle qui irait de l'abstrait au concret et l'inverse.
Et donc, quelques outils qui, moi, m'ont intéressé, c'est par exemple l'échelle d'iconicité d'Abraham Moll, donc iconicité qui se définit comme un degré de ressemblance d'une image avec l'objet qu'elle représente. Et donc, en 71, Abraham Moll a proposé une échelle de 12 degrés d'iconicité qui hiérarchise les différents signes du degré d'analogie plus fort ou plus abstrait. Elle permet ainsi de classifier les signes iconiques selon leur degré de stylisation et de simplification et permet de mesurer l'écart entre le réel et sa représentation. Voilà. C'est l'échelle d'iconicité qu'a proposé Abraham Moll en 72 avec la photographie comme le degré le plus fort d'iconicité. Cette échelle d'iconicité, on peut l'appliquer sur le son. Alors, traditionnellement, historiquement, je dirais, cette échelle d'iconicité, elle s'exprime par ce qu'on appelle le figuralisme ou le madrigalisme, qui consiste à imiter, soit par imitation de timbre, soit de morphologie, un son réel, naturel ou mécanique. Donc, on trouve des traces de toute l'histoire de la musique chez Monteverdi, Rimsky-Korsakov, Debussy ou Ravel. Donc, dans Debussy, la mer, il simule avec l'orchestre les vagues qui s'échouent sur la plage. Donc, évidemment, cette image, c'est produit par des instruments, de manière musicale, de manière abstraite, et en même temps, ça produit une image mentale de ces vagues. Alors, effectivement, entre un extrait de la mer et puis aller à la plage avec son enregistreur numérique et enregistrer ces mêmes vagues qui s'échouent sur la plage, on voit bien qu'on a là des degrés d'iconicité avec des degrés différents, une iconicité de degrés différents. On retrouve ce figuralisme au cinéma avec ce qu'on appelle le Mickey Mousing ou l'underscoring dans le cinéma d'animation, où la musique se charge en fait des bruitages. Alors le grand classique, c'est quand le loup monte les escaliers sur la pointe des pieds, on entend une gamme ascendante au xylophone, au vibraphone. Voilà, donc c'est la gamme est ascendante parce que le loup monte, et puis elle est descendante quand il descend. Et avec la synchronisation de la gamme sur l'image, on musicalise le bruitage. Alors, sur ces questions d'abstraction et de concret abstrait, un des apports Pierre Schaeffer parle de 3 écoutes, et c'est un de ses apports théoriques principaux, qui est ces 3 écoutes sont l'écoute causale, l'écoute sémantique et l'écoute réduite. Donc l'écoute réduite, c'est ce que propose Pierre Schaeffer. Donc l'écoute causale, c'est une écoute naturelle, c'est qu'en général, quand on entend un son, on n'analyse pas obligatoirement le son pour sa morphologie sonore, mais le son porte une information qui est en fait la source du son. Si on entend derrière soi une porte qui claque, on est dans une pièce, on a une porte qui claque, et on ne va pas analyser les fréquences du son. L'information qui est transmise, c'est qu'il y a quelqu'un qui rentre ou qui sort de la pièce. Et en même temps, et d'une manière assez inconsciente, on va avoir d'autres éléments supplémentaires sur la nature de la cause et sur la matérialité de la cause. On va pouvoir reconnaître de manière inconsciente si c'est une porte en bois ou une porte en fer. Quand on traverse une rue, on entend un bruit de véhicule derrière soi, on sait qu'on est en danger, on ne passe pas notre temps à analyser la qualité du son, et dans le même temps, on sait inconsciemment si derrière nous, on a une mobilette, une voiture ou un 3 tonnes.
Donc en fait, le son, il est plus dans l'écoute que dans le son dans les bruitages. Le son n'est pas l'écoute de ce son. C'est donc c'est l'information de la source qui écrase en fait le son. On n'écoute pas vraiment le son, mais il est porteur d'une information qui nous aide dans notre quotidien, à chaque instant, à vivre dans le monde qui nous entoure. L'écoute sémantique, c'est l'écoute d'un code, comme ce que vous faites quand vous m'écoutez parler, ou quand l'écoute ou le morse. Et là aussi, les mots, le sens des mots prennent plus d'importance que les intonations que j'utilise pour présenter mon discours. Alors, un peu moins inconscient que l'écoute causale, mais quand même, c'est-à-dire qu'en fait, on est conscient de certaines informations, une sorte de métatexte qui est lié au dispositif d'énonciation, au ton dans lequel que j'utilise et les informations, les émotions que je mets derrière tel mot, mais il est qu'en partie conscient, et il y a des informations de ce type qui sont un peu moins conscientes qui passent. Alors, ce que propose Pierre Schaeffer, et ce sur quoi est basé théoriquement toute sa toute sa pratique de la musique concrète, c'est l'écoute réduite qui est une écoute non plus du tout naturelle, mais culturelle, qui prend le contrepoint, le contre-pied de l'écoute causale, c'est d'écouter un son pour lui-même en essayant de faire abstraction de la source de ce son. Et c'est ce que demande Pierre Schaeffer à ses compositeurs au début de la musique concrète, quand Pierre-Henry fait sa pièce pour Trois portes et un soupir. On entend des portes qui grincent, mais il essaie de construire un discours musical à partir de ces portes qui grincent. Simplement, c'est juste avec un peu de recul, on s'aperçoit que c'est évidemment juste impossible de faire abstraction de la source. Donc, dans la musique concrète, en finale, ou en musique électroacoustique, en finale, le compositeur va continuellement jouer entre la représentation mentale qui est portée par le son capté et la construction musicale qui a été faite à partir de ce son concret. Et donc, ça va être un jeu comme ça entre ce degré d'iconicité dont parlait Abraham Moll. Alors, je vais vous faire écouter quelques extraits de figuralisme. Alors ça, c'est un cas très connu, le vol de Bourdon. Donc là, on voit très clairement une volonté d'imitation du son naturel du bourdon par l'orchestre. Un deuxième exemple plus proche de nous, tiré d'une œuvre Different Trends de Steve Reich. Donc là, ici, le quatuor à cordes va essayer il réussit relativement bien, de simuler le son d'un train.
ça marche assez bien, effectivement. Donc, on a cette image mentale concrète d'un train produite par des matériaux musicaux, même s'il intègre des sons échantillonnés métalliques qui accentuent le côté machinique du train. À l'inverse, un extrait de Bernard Parmigiani de 70, L'œil écoute, donc, le bien nommé L'œil écoute, qui lui est un compositeur électroacoustique, qui a fait, donc cette pièce est faite elle aussi à partir, pas elle aussi, mais en tout cas il traite aussi de questions de train, et lui c'est le chemin inverse, parce que c'est un compositeur électroacoustique, il capture des sons de train, de locomotive, et il va les manipuler pour construire des formes musicales. Par des effets de boucle, par des effets de mixage, etc. Alors, il faut effectivement, là, ce développement de concret vers abstrait se développe dans un temps un peu conséquent. Donc, je n'aurai peut-être pas obligatoirement le temps de vous prouver cela, mais il suffit d'aller écouter L'œil écoute. 1970. Plus là parce que je vois que le temps passe. Ouais, Hervé, je te disais, il te reste 2 minutes. D'accord. Bon, donc simplement l'important, c'est de comprendre qu'à partir de ce son concret capté, il va développer des formes musicales. Donc je vais effectivement aller peut-être beaucoup plus loin. Tant pis pour Michel Bokanovsky, tant pis pour Hildegard Westerkamp. Juste peut-être citer une proposition théorique de François Bell, donc, qui est un compositeur électroacoustique, qui parle d'image de son, l'e-son, donc qui met en avant la spécificité du son enregistré et reproduit. L'e-son constitue un objet figural, incluant les marques codées de sa production d'écoute, au contraire de son naturel, du son naturel, pour qui ces codes et ces marques se réfèrent à un système extérieur. L'e-son est à l'audible, ce que l'image est au visible. Bon, d'une manière pour donner un exemple plus concret, là on est vraiment dans une pensée idéologique. Pour donner un exemple plus concret, c'est la différence entre un son de piano que vous auriez dans une salle de concert avec la présence du pianiste qui joue sa pièce, et puis quand vous rentrez chez vous, écoutez le disque de cette même pièce par le même pianiste. Donc, dans les deux cas, on a un son de piano, mais le son de piano du disque, c'est évidemment pas exactement le même que le son de piano du concert. C'est plus un son, c'est, d'après François Bell, c'est une image de son. C'est un son qui porte toutes les caractéristiques de sa production. C'est-à-dire que pour que ce son arrive sur un disque, il faut qu'il soit enregistré. Pour qu'il soit enregistré, il faut des microphones. Le choix des microphones, et un choix technique, mais pas seulement technique, aussi esthétique. Le fait de choisir on l'enregistre en mono ou en stéréo, où on place les micros proches à l'intérieur du piano ou plus loin, ou si ce son, c'est un mixage de 5 micros qui sont disposés dans la pièce. C'est des choix techniques, mais esthétiques. Ensuite, comment c'est enregistré sur un enregistreur numérique ou sur un magnétophone analogique. C'est aussi un choix technique mais esthétique parce que ça colore le son d'une certaine manière. Si c'est numérique, on l'enregistre en 16 bits, en 24 ou en 96 bits,
c'est aussi un choix technique, mais aussi un choix esthétique, etc. Et donc, le son en finale qu'on écoute, c'est à la fois le son de piano de départ, mais ce son de piano qui porte en lui… Et le son, Comment? il Couper le faut sang. couper le son. Ouais, qui porte en lui toutes les étapes, toutes les étapes de la captation. Juste encore une minute, 2 minutes, s'il te plaît. Juste pour dire qu'effectivement, à l'opposé de l'image, c'est un tout petit peu plus difficile de comprendre cette différence entre son et image de son. C'est-à-dire que quand on fait une photographie d'une chaise, la nature de la photographie est radicalement différente de la chaise, et on pourra difficilement s'asseoir sur la photographie de la chaise. Alors que entre un son et une image de son, en finale, la nature de ce qu'on entend est le même, c'est-à-dire qu'une image de son passe par un convertisseur numérique analogique et devient lui-même un son. Donc, dans les deux cas, en début de chaîne ou en fin de chaîne, on a un objet qui est de même nature. Voilà. Et, alors, je passe ça. Je veux simplement dire que, et je finis là-dessus, que Michel Sion, dans son livre les sons, les images en creux, donc Michel Sion, dans son livre L'Audiovision, consacré au cinéma, souligne que l'image porte des sons en creux. Dans le cinéma muet, un gros plan sur le visage d'un personnage qui crie nous fait entendre le son associé, mais qui n'est pas présent, tandis que le son porte des images en creux. Ça, on l'a vu avec l'image, avec le son, avec la musique concrète. Le son d'une cloche d'église nous fait voir son clocher, une seule modalité pouvant ainsi en convoquer plusieurs, parce qu'évidemment, dans les deux cas, elle fait appel à une expérience vécue, et cette expérience vécue est une expérience multimodale. Voilà, je m'excuse, j'ai dépassé, puis je gère très mal mon temps. Je vous remercie. Très bien. Alors, s'il y a des questions, je regarde le fil de la conversation. Je n'en vois pas. Donc, s'il y a des personnes qui veulent interpeller directement Hervé, Pas trop violemment, pas trop violemment, il a donc rappelé que l'image son peut transporter autrement la fameuse coupure sémiotique, fondée sur l'idée que c'est quand on écrit le mot le chat, le mot le chat ne miaule pas. C'est bien la fameuse coupure sémiotique. C'était vraiment intéressant de voir dans le travail d'Hervé et dans son approche que du coup, avec l'image son, ça se passe autrement et que ça véhicule autrement cette coupure sémiotique et du coup est reconstituée dans l'image son. Des questions. Alors, David Christoffel, apparemment, dans le fil de conversation, Oui, allez-y. oui, en fait, j'étais intrigué par ces degrés d'iconicité parce que si on les met à côté de tout ce qu'on a dit sur le transmédia précédemment dans la matinée, je me demande s'il n'y a pas là une espèce d'échelle qui est finalement hiérarchique, mais que la théorie transmédia nous inviterait à reprendre comme une typologie où on prendrait, on ferait une collection de 12 productions médiatiques liées à chacun des degrés d'iconicité et on les frotterait les unes aux autres, et c'est de cette hétérogénéité-là qu'on retrouverait du transmédia. Euh, oui, je sais pas, j'ai pas de, c'est pas vraiment une question et j'ai pas vraiment de réponse à cette remarque. Simplement que moi, le degré d'iconicité, il m'intéresse surtout dans la, dans le design sonore, dans la relation entre deux médias, parce que ça permet effectivement de pas obligatoirement être au même niveau du degré d'iconicité entre le son et l'image. Si vous faites une musique d'un dessin animé, on peut tout à fait soit choisir d'être au même degré d'iconicité de l'image ou contrebalancer justement à un degré d'iconicité qui a un degré assez faible d'iconicité par le dessin, par un son très réaliste. Donc c'est plutôt dans l'opposition des médias, et dans le transmédia, on est plutôt à chaque fois dans des supports différents qui vont dialoguer, mais qui ne cohabitent pas à un instant T. Euh, euh, voilà. Et donc, bon, après, on doit pouvoir l'utiliser effectivement différemment. Et donc,
en tout cas, moi, dans mon travail, ce degré d'iconicité m'intéressait à la fois dans le rapport, dans la relation du son à l'image, mais aussi dans des rapports de composition électroacoustique où effectivement le compositeur joue continuellement sur les images mentales et glisse d'images fortes, concrètes, très marquées à des degrés beaucoup plus abstraits. Donc, je trouve ça assez intéressant de ce point de vue-là. Après, je ne suis pas assez un spécialiste du transmédia pour voir s'il y a des gens qui ont travaillé dans cette direction. Alors, c'est vrai, je m'en excuse, moi, je m'en excuse pas d'ailleurs, mais cette proposition, elle est un peu décalée, elle est un peu décalée par rapport au sujet. En tout cas, non, elle n'est pas décalée. Je prends la première partie, encore une fois, la première partie de l'intitulé. D'autres questions? Alors, moi, j'en ai une, du coup, Hervé. Donc, c'est vraiment cette notion d'iconicité du son qui est vraiment intéressante, puisque ça interroge autrement les rapports image-son que dans, je dirais, les analyses traditionnelles. Est-ce que tu dirais que, du coup, enfin, je ne sais pas, ça va être très général ce que je te demande, mais comme il y a quand même un renvoi à une approche sémiotique dans ton approche, est-ce que tu dirais que du coup, ça réinterroge aussi une forme, je ne sais pas, de polysémie, polyphonie de l'image-son avec le statut du son actuellement par rapport… Ça a été très bien que tu fasses un rappel du cinéma muet, puisque moi, j'avais appris quand j'étais à la Sorbonne Nouvelle et que j'avais des gens comme Chion, comme Michel Marie, comme des gens qui travaillaient sur la grande syntagmatique du film narratif, par exemple, ou Colin, par exemple, que, si tu veux, il y avait un degré d'absolu, finalement, dans le cinéma muet, où le son était finalement omniprésent dans son absence. Et on se souvient de la fameuse scène du cri dans le cinéma Potemkin de Sunshine. Où, que je voulais vous montrer, pardon. Est-ce que tu dirais que maintenant, par rapport à cette tradition qui avait fait les enseignements que j'avais suivis à l'époque, disaient que finalement, le muet avait réussi à établir le cinéma comme un langage, cinéma, langue ou langage, tu te rappelles de ces travaux-là. Est-ce que tu dirais que maintenant, le statut du son actuel donne, si on prend cette approche, l'iconicité du son, prend du coup une forme totalement polysémique et que c'est dans chaque contexte que sera… Enfin, voilà, si tu comprends un peu vers quoi je t'emmène. Ouais. Donc effectivement, on peut rappeler qu'au début du sonore, il y a eu une vraie controverse Ouais. sur l'intégration du son sur le même support, et que pour beaucoup, c'était considéré comme un retour en arrière par rapport à un langage purement cinématographique, parce qu'à travers le son, c'est effectivement la voix qui est privilégiée, et à travers la voix, c'est le texte qui est privilégié, qui a toujours au moins deux grandes référence, soit le cinéma narratif avec des racines dans le roman et le théâtre, et soit le cinéma expérimental qui était plus dans une direction des arts, avec des références plus des arts graphiques, et puis les arts graphiques, il y a eu l'abstraction qui faisait aussi référence, qui prenait comme modèle le musical. Donc ça fait un historique, un historique de ce général. Sur la question du rapport à la sémiologie, il y a effectivement Michel Chion, François Bell, qui a développé toute une approche en essayant d'intégrer les concepts de Peirce sur l'image. Et enfin, dans le cadre de cette intervention, je n'étais pas obligatoirement, même si effectivement le titre c'est Cinéma pour l'oreille, mais je n'étais pas dans un cadre du cinéma. J'étais plutôt dans le cadre d'une pratique musicale, mais qui est intéressante parce qu'effectivement, de la même manière que le cinéma muet
souligner fortement le son par son absence, dans la musique concrète par l'intégration de sons captés et par cet intitulé cinéma pour l'oreille, ben, il se fait une sorte d'hommage à un autre média qui est le cinéma, par son absence, mais par une présence qui serait l'iconicité des sons. Ok, merci beaucoup.